Et bienvenue à nouveau sur Squash FM. Salut à toi Sofiane. Les Dumble. Et bienvenue à vous à tous pour ce nouveau concept. On va faire un petit focus sur la génération 97 et les catcheurs qui sont nés cette année-là. On a fait une Ouais. petite sélection de 3 catcheurs. On en a gardé d'autres sous le coude, mais on a pour le moment choisi ces 3-là. Est-ce que tu veux les présenter, Sofiane? Alors très rapidement parce que on ira un petit peu plus en profondeur quand on les abordera. Mais on parlera de Jack Perry, de Brand Breaker et de Shota Umino. Pourquoi la génération 97? Parce que simplement les gens nés en 97 arrivent à un âge où ils sont plus forcément considérés comme des espoirs, des rookies, et où on commence à attendre d'eux voilà, certaines choses, et étant donné qu'ils ont un petit peu de bagage derrière eux, on est peut-être en mesure d'identifier un plancher et puis un niveau plafond et un potentiel futur qui pourrait atteindre ou non. Ça, on arrive un peu sur les années de transition, 26-27 ans, où on va commencer à arriver sur les âges où c'est des catcheurs établis, concrètement. Ouais, c'est ça. Et puis l'année en elle-même est intéressante. Là, on a pris 3 noms, on en a encore sous le coude. Voilà, Perry, Breaker, Sotomino, c'est quand même 3 noms qui pèsent assez dans leurs compagnies respectives. Et on parle des 3 plus grandes compagnies de la planète. C'est ça. On a déjà 3 gros noms et sur cette année-là, il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc Ouais, probablement seulement la première émission pour cette année-là. oui, certainement, oui. Donc on commence avec Jack Perry. Oui, on commence par Jack Perry. Euh, né en juin 97, à peine 26 ans. Signé chez AEW depuis 5 ans, depuis les débuts. Euh, depuis sa signé des fédérations indépendantes du côté de la Californie. Voilà, personnage de Babyface de Jungle Boy à ses débuts, en équipe avec Luchasaurus et Marco Stunt. Voilà, donc quelques petits matchs solo de mémoire. Voilà, un match contre Chris Jericho en 2019, qui avait quand même assez plu à l'époque, mais surtout du tag team, surtout du trio. Voilà, pendant tout ce run face qui va durer jusqu'à 2022-2023. Donc, toi, Dumble, c'est quoi ton avis sur Jack Perry sur cette période-là? En tout cas sur la période Jungle Boy, moi pour te dire, moi j'aimais pas vraiment Jungle Boy. C'était pas un talent qui me plaisait. Alors on n'était pas au stade où je changeais de chaîne quand Jungle Boy apparaissait. Sur le ring, pas de souci, c'est un bon catcheur, mais qui me ressortait pas particulièrement par rapport à d'autres. Vu que dès qu'on sortait du ring, en plus, c'était pas particulièrement intéressant. Je dois avouer qu'il Non, y avait ce ça, côté, je suis entièrement d'accord. ça, et puis il y avait ce côté de personnage un peu goofy, un peu cartoon, qui m'accrochait moins sur cette époque-là. Et Ok. c'était vraiment pas vraiment ma cam, et il n'y avait pas non plus particulièrement eu de match référence sur cette période. Il y a eu des bons matchs, mais c'est difficile de ressortir un match qui m'a marqué sur cette période. En tout cas sur la Alors période Jungle Boy. moi, ouais, sur la période Jungle Boy, ouais. Sur la période Babyface, C'est ça. Tarzan Boy. Alors moi, je l'ai toujours trouvé très bon dans le ring. J'ai toujours trouvé que c'était un bon Babyface qui savait amener les gens avec lui. Bon, le theme song aidé aussi, faut pas se leurrer. Mais oui, moi je l'ai toujours vraiment beaucoup aimé dans le ring. Mais tu l'as dit, une fois qu'on sortait du ring, une fois qu'il fallait parler à la caméra, une fois qu'il y avait un micro devant la bouche, là, c'était, il y avait rien à sauver vraiment. Hein, c'était vraiment nul. Donc moi je lui voyais pas, je lui voyais un plafond Assez bas hein, au assez final. Hein. bas. Ouais, Ouais, à assez cette bas. époque-là,
c'était difficile de se projeter sur un Jack Perry. Oui, Le cas oui, plus oui. haut que de la mid-card. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, ouais. Malgré le fait que qu'entre les cordes, moi j'ai toujours vraiment beaucoup aimé. Alors il a fini par turn. Il a fini par lâcher le nom de Jungle Boy. Il a fini par lâcher le theme song. Et il s'est fait appeler Jack Perry. Alors, c'est pas parce qu'il a turn que il a progressé au micro instantanément. Moi, je me rappelle de ses premières promos en tant que heel, c'était aussi catastrophique qu'en tant que face. C'est ça. Donc là, je me disais, bon, bah, finalement, Jungle Boy et Jack Perry, Sur bon, finalement, il a déjà plafonné, quoi. ça, puis surtout qu'on commence aussi très rapidement contre Christian. Du coup, la Ouais, différence se voit. oui. Quand on voit quelqu'un qui est à son pic euh, et, euh, et qui est vraiment pratiquement dans ce qu'il propose de mieux, et qu'on le met contre un Jack Perry qui vient de turn, qui est qui et qui tente de percer dans ce nouveau personnage, ça met encore plus en relief les faiblesses de Jack Perry à ce moment-là. Alors, le turn intervient après la feud avec Oui, Christian. et c'est juste après, oui, pardon. Ouais, c'est juste après. Mais bon, il n'empêche que Christian l'a bouffé au micro tout le long de la feud. Le match était bien, finalement. Le coffee match était très bien. Le match contre Luchasaurus en Steel Cage était très bien. Il y a eu une petite série de pay-per-view où il a eu des matchs solo et il a toujours su délivrer. Donc bon, voilà, entre les cordes, il n'y a jamais eu de vrai problème C'est ça, il n'y a pas trop à à se ce plaindre de niveau-là. Jungle Boy sur le ring en lui-même. On peut Ouais. peut-être, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu vraiment un match que je garderai en mémoire toute ma vie sur cette période-là, mais en même temps, il a jamais vraiment eu de trop mauvais matchs non plus. Ouais, bah les matchs moi qui m'ont marqué cette période-là, c'est les deux que je viens de citer. Voilà. Christian et Luchasaurus. Alors il y a eu un match contre Rouge aussi, où il se fait casser la gueule tout le long du match. Il était encore babyface à l'époque. Il se prend une branlée monumentale, à tel point que les gens se sont plaints sur Twitter. Oui, je me En, rappelle de ce passage-là. ouais, ouais, en se demandant si Rouge était en train de shoot sur Jack Perry. Puis Jack Perry, il avait tweeté un truc du genre, voilà, respect à Rouge, c'est un sacré gars. Bon, en même temps, est-ce Donc que c'est non, pas là-dedans qu'on préfère Rouge quand il pète des gueules? si, si. Donc voilà pour la partie babyface de Jack Perry. Alors il turn, il feud contre Hook, la feud du siècle. Là, le point culminant de cette feud, c'est à Wembley. Crimey Sauf River. que voilà, sauf que on se souviendra surtout de ce qui s'est passé en backstage à Wembley. Ah, là, il se fait étrangler par CM Punk, et puis on le voit plus pendant des mois, jusqu'à mars 2024. Donc d'août à mars, on le voit plus, et en mars, il intervient chez New Japan Pro Wrestling avec un nouveau personnage, Le scapegoat. avec une nouvelle identité visuelle. Voilà, c'est Jack Perry, le scapegoat. Et il rejoint la House of Torture en même temps. Il rejoint la Torture en même temps. Euh... Bon, le run New Japan, en termes d'in-ring, j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que c'était surtout des shows de tournée, voilà, pas Oui, très intéressant. C'est surtout ces promos après match qui étaient un petit peu plus intéressantes quand même c'est parce ça. on a vu qu'il commençait à trouver sa voix et qu'il se sentait déjà de plus en plus à l'aise à parler devant une caméra. En sortir de cette run-là en tant que match, il y a uniquement le match contre Shota, je pense, Ça. d'avril dernier, où effectivement là le match-là est intéressant. Euh, Ouais, moi et, je l'ai beaucoup aimé, moi. et on voit un nouveau Jack Perry qui réagit à ce qui se passe autour de lui, qui s'adapte très vite à ce que fait le public,
Son premier match sur le sol américain depuis Wembley. C'est ça. Donc, il faut l'assumer. Les champs sont très CM Punk orientés. Le show est à Chicago. Le show est à Chicago. Le show est à Chicago. Donc, forcément, premier match sur le sol américain, à Chicago, c'est Jacques Perry. Il aurait pu devenir très facilement un match volé par le public. Ouais. Et il gère bien son match. Il gère très bien son match. Il s'approprie cette ambiance. Son entrée, elle est assez dingue parce qu'il se fait pourrir. Oui. Et lui, voilà, plus on le hue et plus il gagne de la force en fait. Hein. Ça se sent, enfin, ça se voit du moins. Il y a un moment dans le match où le public chante You got chucked out et lui en réponse il fait une guillotine à Shota Umino. Donc voilà, c'est quelqu'un qui comprend son rôle, qui le joue très bien, qui comprend que le catch c'est pas juste une série de moves chorégraphiés, malgré le profil, voilà, assez petit, assez high flyer technicien hein, qui peut avoir. Il est capable de raconter des trucs dans un ring. Cette pause, au final, le fait vraiment passer dans une nouvelle dimension. Ouais. Et on peut dire aussi, la personne à qui les images de Wembley ont le plus servi, c'est lui. C'est Jack Perry. Ouais. C'est Jacques Perry. Il a, même si, alors que c'est la personne qui est faible sur les images, techniquement, c'est celui qui les utilise le mieux aujourd'hui. Ouais. Et bon, donc voilà, ça c'était ces dernières minutes, ça c'est son dernier match chez New Japan avant de faire son comeback chez AEW, où il rejoint la nouvelle élite, donc entouré des Bucks et d'Okada. Donc voilà, toi comment tu juges un petit peu le booking actuel de Jungle Boy, de Jack Perry plutôt, chez AEW depuis qu'il est revenu, voilà, il y a 1 ou 2 mois pour rejoindre la nouvelle élite. Son intégration à la nouvelle élite et l'utilisation de l'AEW sur Jacques Perry depuis depuis le début de l'année, pour moi, c'est vraiment le meilleur booking de l'AEW sur l'année 2024. C'est la meilleure idée qu'ils ont eue, enfin qu'ils aient eue. Euh, C'était pertinent. Ils ont réussi à reconnaître les faiblesses de Jacques Perry et je pense que lui aussi a reconnu un peu ses faiblesses. Maintenant, il a un groupe qui est vraiment capable de réagir à ce que le public peut lui balancer parce que forcément, quand Jacques Perry apparaît, il y a des chants CM Punk et il a plus besoin de les assumer tout seul. Ouais. Il a les Bucks autour de lui qui sont super forts dans ce domaine-là, encore plus dans leur personnage actuel où ils sont hilarants. Et il y a un Okada qui absorbe tout par son charisme. Dès qu'il y a un chant, il peut le faire taire et faire chanter son nom de quelque manière que ce soit. Donc, Oh, il est bulletproof, ouais. Okada, il peut tout il est absorber. bulletproof. Et quelle bonne idée de rajouter Jacques Perry qui peut encore avoir quelques faiblesses et qui pourrait peut-être se remettre à douter. Mais comme il est accompagné de mecs qui savent exactement ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont, et ben Jacques Perry il peut juste se reposer sur eux et continuer dans ce qu'il sait faire. Et actuellement, ben, est-ce qu'il a besoin de faire beaucoup plus que de se mettre au milieu du ring et sourire un peu bêtement? Et de mettre les bras en croix, là, de faire sa pose de scapegoat, là, en fermant les Exactement. yeux et puis à recueillir tous les huées de tout le monde. C'est ça. Moi, il me fait un peu penser. Ouais. Pour moi, c'est un peu le Dominique Mysterio de la WWE. C'est pour ceux qui regardent que le WWE. Si on veut comparer dans le domaine, c'est un peu ce qui est comparable aussi. Bon, avec plus d'in-ring côté Jacques Perry quand même. Un petit peu quand même, ouais. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il est bien géré. Finalement, voilà, diffuser des images de Wembley, bon, ben ça a marché. C'est ça. Ça a marché Voilà. pour lui. Ça a marché pour lui, donc ça a marché tout court. Et Ça a servi à quelqu'un. et lui donner le tombé également sur Danielson à Anarchy Ouais. The Arena. Quelle bonne idée. C'est Ouais, bien sûr. celui qui en avait le plus besoin.
Oui, parce qu'on l'avait pas vu catcher, hein. Depuis qu'il est revenu chez AEW, il avait catché, il avait pas catché, tout simplement. Non. Et bon, ben là, non seulement il est dans la Larkins Arena, il écrase Darby Allin avec son camion, et puis il prend feu, Il a eu et puis il pine Bryan Danielson. Donc journée assez chargée les pour images Jack Perry. virales sont pour Jack Perry. Ouais. C'est vraiment, il est vraiment sur presque tous les mèmes qui peuvent sortir de ce match et on sait que les Anarchins Arena c'est des usines à mèmes aussi. Et Jack Perry, il est sur la quasi-totalité des images virales de ce match. Bah, alors, il y a une vidéo, je sais pas si tu l'as vue, de quelqu'un qui filme sur l'autoroute Ah oui, Jack Perry en train de conduire le camion Scapegoat oui, lui-même. Hein. C'est hilarant. c'est très Le drôle. mec Puis vit sa gimmick, c'est très marrant. ça aide au Alors, personnage. alors, et puis il comprend le catch, quoi. Oui, On pourrait croire que c'est un mec, que c'est un jeune qui fait juste des moves et puis c'est tout. Non, il a cette sensibilité-là. oui. Donc, Il, et en plus de ça, il est en train de combler ses manques au niveau micro. Il a trouvé sa voix, sans être non plus Eddie Kingston. Euh, voilà, je cringe plus moi quand Jack Perry parle. c'est ça. Il sait qu'il a des gens sur lesquels s'appuyer et il progresse. Et vraiment, il progresse énormément. Cette Ouais. pause, ce qui s'est passé à Wembley, la vidéo, ça l'a énormément aidé. Et on est peut-être sur la meilleure version de Jack Perry. Oui, ouais, sans doute, ouais. Sans doute, ouais. Mm. Et donc si on est sur la meilleure version de Jack Perry, euh, la question qu'on doit se poser, c'est quoi son plafond? Où est-ce qu'il peut aller, Jack Perry? Je, je pense que C'est quoi sa limite? je pense que le plafond d'un Jack Perry, c'est un peu ce rôle, toute proportion gardée, mais d'un John Moxley. C'est-à-dire ce catcheur-là qui est là quand t'as besoin de lui. T'as un titre qui est vacant, le champion vient de se blesser. Pour qui on le donne? Bah allez, Jacques Perry, on peut lui faire confiance. Il est là, il est tout le temps là. Il peut deliver sur le ring. Maintenant, il peut deliver un peu au micro. Il a un peu de prestance. C'est pas ridicule de lui donner ton titre. Je pense Donc la comparaison avec John Moxley, c'est plus au niveau, c'est pas au fiabilité. niveau main eventer, au niveau talent, c'est plus fiabilité, ouais. C'est Ok. ça. Je vois pas un Jacques Perry faire un main event au Tokyo Dome, par exemple. Ouais, oui, Mais oui. je vois bien un Jacques Perry vraiment dans le rôle de un peu de entre guillemets catcheur utilitaire. Moi, je le vois bien finir sa carrière avec peut-être 2, 3 règnes de champion du monde, mais pas forcément des règnes de 2 ans non plus. Peut-être des règnes de 3, 4 mois, parce qu'on avait besoin d'un champion de transition. Je vois bien aussi avoir pas mal de titres secondaires, surtout. Je pense que c'est là où il va briller. C'est vraiment dans cette upcard AEW. Et effectivement, avoir quelques passages main event où il va servir de champion de transition sur les gros titres. Parce que c'est un mec Ouais, ouais, fiable je pour la vois. compagnie. Ouais. Ouais, ouais. Je le vois aussi prendre pas mal de titres secondaires, ouais. Et puis être dans le per card. Euh, bah voilà, comme tu dis, quelqu'un de fiable, quelqu'un qu'on peut sortir du chapeau à tout moment pour avoir un bon match crédible de fin de carte. Ce qui peut être le visage de l'entreprise, celui qui porte le drapeau de la Non, W, pas vraiment, je pense pas. je sais pas, je pense pas non plus. Mais il peut être un très bon Mais adversaire à son poster boy. voilà, ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Je crois qu'on a fait le tour sur Jack Perry. Je pense on a fait le tour sur Jack Perry. Ouais. Donc la suite. On va passer au suivant. On va passer chez la compagnie concurrente. On va aller voir Braun Breaker, côté WWE. Alors Braun Breaker, 26 ans également. De toute façon, année 97, on va être que sur des personnes de 26 ou 27 ans, concrètement. Euh, Famille déjà prestigieuse. Oui. Hein, il porte quand même le nom de Steiner, donc il y a un nom de famille. Euh, et il commence aussi très fort à WWE. Il arrive vraiment dans cette génération NXT 2.0.
où on rebrande NXT complètement, où Vince McMahon décide de reprendre la main sur NXT et de donner cette nouvelle identité visuelle et cette nouvelle identité de catcheur avec des catcheurs qui sont beaucoup plus performance center orientés. Et on se retrouve très vite avec ce côté NXT Black and Gold contre le NXT 2.0. Ouais. Alors, pour le coup, Braun, c'est vraiment le chef de file C'est de ça. NXT 2.0. Hein. Ouais. C'est vraiment le gros nom de ce NXT 2.0. On utilise bien le nom de famille et on utilise ce catcheur très jeune mais qui déjà physiquement semble monstrueux au moment où il apparaît et on le met très vite face à Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Donc quand on commence avec ces mecs-là pour te mettre en valeur, tu as l'air très vite en valeur. Oui. Très vite également, il affronte, c'était Ziggler et Roode, qui faisaient équipe encore à l'époque, les Dirty Dogs. Donc où il se met en équipe avec Tommaso Ciampa, où il y a un peu cette espèce d'alliance rivalité avec Ciampa, ancienne génération, nouvelle génération. Et assez vite, donc ça se transforme en rivalité complète contre Tommaso Ciampa, et on a Breaker qui va euh, affronter un peu tous ceux qui sont à NXT. Au final, on va le voir contre des Gunther, on va le voir contre des Joe Gacy, on va le voir contre des Cameron Grimes, contre des McDonough. Tyler Bate aussi, le match contre Tyler Bate est très bien. Et il va faire un peu en fait le tour du roster comme ça et rouler sur pratiquement tout le monde. Devenir champion NXT pour la première fois. Il va rapidement perdre le titre contre Ziggler, avant de le regagner à nouveau contre Ziggler, pour tout de suite l'établir en tant que deuxième champion, et vite l'établir aussi comme quelqu'un qui peut battre déjà des mecs du main roster, et vraiment être la tête de file de ce nouveau NXT. Et vraiment, on va le laisser battre les gens. Et quand je dis qu'il va battre les gens, il va battre quasiment tout le monde Ouais, bah du, tout le monde, ouais. Ouais. du côté des NXT 2.0. On est vraiment sur le catcheur vraiment dominant à ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'il perde le titre finalement contre Carmelo Hayes. Donc là, on est en avril de l'année dernière. Et où là, on a le premier coup de mou un peu Brand Breaker. Alors, toi, je sais pas Oui, à partir de quand t'as vraiment commencé à visionner Breaker, mais je crois que t'arrives à peu près en cette période-là. alors j'avais déjà vu Breaker, on va dire à ses débuts un petit peu plus tôt, sans forcément avoir de référence de match en tête. Mais juste voir ces types courir dans les cordes à 100 à l'heure et puis se jeter pour faire des spires qui découpent les abdomens. Ça oui, ça j'étais au courant assez tôt. Tu parles du match contre Carmelo Hayes. J'ai vu les matchs contre Carmelo Hayes. Malheureusement, ça a jamais vraiment cliqué entre eux. Pour C'est les deux poster boys de ouais, NXT c'est 2.0, dommage. Vraiment les c'est deux gros dommage. noms de 2.0 et ça a jamais eu une énorme alchimie. Ouais. Après voilà, et ouais, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il est là, qu'en fait qu'il attend le call-up et puis qu'on lui donne des trucs à faire pour attendre, mais sans trop avoir un focus sur lui, j'ai l'impression, avant qu'il se mette en tag team Oui, avec Baron Corbin. c'est ça, parce que au final, on a vraiment cette période-là un peu molle où il fait son turn, il passe heal. Euh, C'est vrai qu'il passe il, ouais. il semble méchant, ça fonctionne à peu près, mais c'est toujours dur d'avoir des vraies réactions avec ce NXT. On pourra probablement en rediscuter un autre jour. Euh, mais c'est c'est un peu bizarre sur cette période-là où c'est vraiment un gros coup de mou de son côté. Les matchs restent quand même à peu près cohérents, mais on peut pas dire non plus que c'est un catcheur qui brille particulièrement par son in-ring, mais dans ce qu'il fait, il est très efficace. Et il est très bon dans tout ce qu'il fait. Après, effectivement, on arrive sur la partie tag team avec Baron Corbin, où il y a du mieux.
L'alchimie fonctionne très bien entre eux, en équipe. Ça nous permet aussi de redécouvrir un Baron Corbin, qui est très bien mis en valeur par cette équipe. Et surtout, ben voilà, ce Braun Breaker là, qui redevient un peu sympathique. On se rend compte qu'il parle, qu'il est capable d'être drôle. Ouais, il est un peu marrant, ouais. Et c'est ça, il est drôle mine de rien. Moi je me rappelle, c'était plus à ses débuts NXT où il fait une référence au segment des maths de Scott Steiner, Oui, de son oncle, ouais. c'est ce segment légendaire du côté d'Impact. Donc il y a, il sait aussi d'où est-ce qu'il part. Il sait où il veut aller. Et on sent que c'est vraiment, dès le premier jour, c'est un catcheur qui était programmé. Vraiment, il arrive, ce mec-là est programmé dès le départ. Et quand arrive Baron Corbin, on sent que c'est le moment où on le met avec un grand du main roster pour lui dire je veux m'assurer que t'es prêt. Parce que c'est pour bientôt. Ils gagnent les titres par équipe. Ils finissent par reperdre les titres par équipe contre Axiom et Nathan Fraser. Axiom qui est aussi génération 97 d'ailleurs. Ouais. Et ils perdent les titres et à partir de là, il y a les scènes d'adieu. On sait qu'il arrive. La draft arrive et Braun Breaker part du côté de SmackDown, fait 2-3 squash et ensuite est drafté du côté de Raw. Où c'est là où on commence à avoir un peu d'histoire du côté de Braun Breaker. Puisque au moment où il arrive, donc effectivement le King of the Ring débute. Il n'est pas sélectionné par Adam Pearce pour faire le King of the Ring du côté de Raw. Dès le premier jour, Braun Breaker va se plaindre du côté d'Adam Pearce, qui lui dit que bah voilà, il avait d'autres plans pour lui. Le King of the Ring passe, et on arrive sur le fameux squash, qui est devenu très vite populaire et qui est très bon. C'est plutôt un bon squash de Braun Breaker, qui va spire je n'ai même plus son nom malheureusement, mais ce mec de NXT 2.0 qui est surtout à level up et qui, merci à lui, mais fait très bien le taf pour Braun Breaker. Et il va se prendre cette première spire, il va reprendre la deuxième et il va vendre comme s'il était en train de mourir, mais en même temps prendre une spire de Braun Breaker. Est-ce qu'il vend vraiment? Est-ce qu'il vend vraiment ou est-ce qu'il meurt vraiment? C'est la question qu'on peut se poser. Et donc c'est là où on arrive aujourd'hui, où effectivement il y a ce squash là qui annonce un peu la fin des squash de Braun Breaker. Maintenant on va arriver sur des matchs, on va arriver sur des nouvelles rivalités, où on commence à arriver sur un programme à 3 avec Ricochet et Ilya Dragunov. Donc on arrive comme sur des tests en termes de matchs qui vont être un peu plus intéressants aussi. Et où il va y avoir quand même un peu plus de profondeur sur le ring. Et on a des choses un peu à raconter aussi. Toi, je sais pas si t'as plus quelque chose à dire peut-être sur le passif aussi de Breaker. Toi, de ton point de vue, qui regarde pas trop WWE mais qui aime bien ce genre de catcheur aussi. Ah, j'aime beaucoup Braun Breaker. C'est vrai que je l'aime beaucoup en le regardant de loin. Donc certainement que les défauts voilà, qu'il pourrait montrer chaque semaine après semaine, moi je les vois pas. Je vais surtout être là voilà, sur certains matchs au profil plutôt pay-per-view. Quand il y a des squash marquants, forcément, ça tourne souvent dans les réseaux, donc je clique avec plaisir. Mais ouais, mon avis sur Braun Breaker, je trouve qu'il est trop fort, quoi. Je trouve qu'il est trop fort, qu'il sait ce qu'il est. Et il sait se présenter dans le cadre du catcheur qu'il est, quoi. Oui. C'est un mec explosif qui enchaîne les squash. Moi, pour le coup, je sais que certains ont pu se plaindre de le voir faire trop de squash
depuis son arrivée du main roster. Pour moi, c'est difficile de présenter mieux Braun Breaker que dans un squash match. Et puis là, surtout, maintenant dans son personnage heel, un petit peu incontrôlable, il est crédible. Oui, Parce qu'en soi, un mec comme lui, tanké comme lui, rapide comme lui, moi je veux bien croire que tu peux pas le contrôler. c'est ça. C'est qu'il a vraiment ce côté chien fou, au final, qui est très dur à maîtriser. Et pour quelqu'un comme Adam Pearce, pareil, c'est quelque chose où les deux sont mis en valeur par la chose, parce qu'Adam Pearce paraît être une figure d'autorité qui, en général, arrive à peu près à canaliser ses troupes. Mais on sent que contre un breaker, c'est quasi impossible, et qui va déjà devoir envoyer en chair à canon un Ilya Dragunov et un Ricochet pour essayer de calmer le type, quoi. Parce qu'il est dangereux. Et Ouais, puis il a son l'air dangereux. intensité, elle est crédible, voilà. C'est ça. C'est ça. Il a l'air d'eux, et il est. C'est ça. Donc là, il a fait une grande partie du chemin, C'est ça. déjà. Et on est voilà sur quelqu'un de super athlétique. Il est super rapide. Quand on le voit courir entre les cordes, il fait la distance entre les cordes, mais c'est assez invraisemblable. La vitesse à laquelle il va, il a une puissance qui est dingue aussi. En termes en fait de. Il est athlétique, hein, C'est ça. on l'a vu faire des moonsaults, retomber sur les pieds, ouais, ouais, C'est dur de trouver c'est quelque c'est un chose freak, hein. qu'il ne sait pas faire. Ouais. Alors qu'on n'est pas non plus sur quelqu'un qui a énormément de carrière derrière lui. Il a que 26 ans, il a connu que le Performance Center, il a commencé le catch en 2021. Donc faut bien se rendre compte que là on est sur sa 4e année de catch et il est déjà super complet. Alors, il est complet. Bon, c'est là que la nuance arrive. Oui. Est-ce que si on l'envoie dans un match de 20-25 minutes, voilà, pour clore un pay-per-view, pour le site mondial, c'est quoi ses références dans des matchs de ce calibre? Est-ce que à NXT, il a eu des matchs de ce genre-là? Et comment il s'est débrouillé dans cette formule? Il lui faut des adversaires. C'est un peu le problème de Breaker, c'est que on peut avoir quelque chose à raconter avec lui sur un quart d'heure. Comme je disais un peu tout à l'heure, son match contre Tyler Bate, il est bien. C'est pas un match extraordinaire non plus. On n'est pas sur un 5 étoiles, mais c'est un bon match de Breaker. C'est un match pour unifier le titre NXT avec le titre UK à l'époque. Justement, cette transition NXT 2.0. Le match dure un peu plus de 15 minutes, il me semble, de mémoire. C'est à Worlds Collide. Euh, et, euh, et le match est vraiment bien. Breaker fait une bonne performance aussi. Il en est capable. Mais en face, c'est Tyler Bate. Et est-ce que Tyler Bate est vraiment capable de sortir des mauvais matchs? Je pense pas. Le match de Breaker contre J. Dormal, par exemple, on était déjà sur un format plus court de 10 minutes. C'était plus compliqué. Bon, après, il est pas aidé non plus, hein. C'est ça. Mais voilà, faut se rendre compte aussi que Breaker, c'est pas celui qui va sauver un match. Je pense Ah pas oui, qu'il ait ouais. aujourd'hui cette capacité. Après, on peut toujours le remettre en valeur, enfin le remettre en perspective. C'est un très jeune catcheur, il n'a pas connu le catch indépendant, il est catcheur que depuis 4 ans. On peut remettre ça en perspective aussi. Mais il peut pas sauver un match à lui tout seul. Mais par contre, il lui faut pas grand chose pour réussir à faire quand même des bons matchs. D'ailleurs, on en a parlé aussi un peu, mais par exemple, il a du mal à faire des bons matchs contre Carmelo Hayes. Alors qu'on est quand même sur deux très bons performeurs sur le ring. Alors, j'ai une préférence pour l'un plus que pour l'autre. Oui, moi aussi. Je préfère Breaker Je à préfère, Carmelo. je préfère Braun à Melo. Je trouve pas Melo très fiable. Mais en termes de qualité sur le ring, Melo reste quand même de manière globale un bon catcheur. C'est à l'appréciation de chacun. Bon, on parle pas de Carmelo Hayes, de toute façon, quand on fera sa génération, si on l'a fait, On pourra y revenir à pour ce aborder le moment-là. sujet. Ouais. Mais voilà, pour revenir sur Braun, après, pour commencer à amorcer la question du plafond,
Et aussi revenir sur ce que tu as dit sur le fait qu'il soit programmé. Bon oui, il est programmé pour aller très haut. Oui. Très très haut. Surtout sur un format WWE. Ouais. Du coup, en soi, bon, le fait qu'il porte pas forcément ses matchs encore, parce que c'est très gênant. Parce que Pas là où voilà, il est. voilà, pas là où il est. Et puis, bon, bah, si t'es la star, si t'es le numéro un, si t'es celui qui porte le drapeau, bah, le rôle de ta promotion, c'est de t'entourer de gars qui sont capables de te mettre en valeur. C'est ça. Donc en Et soi, est-ce que c'est gênant là pour l'instant, là, les quelques manques qu'il a, et encore heureux qu'il a des manques, il a c'est commencé ça. le catch il y a 3 ans. C'est ça. Et voilà, il a connu qu'un univers très restreint de catch. C'est pas quelqu'un qui a baroudé autour du monde ou quoi que ce soit. Il connaît vraiment ce style-là qu'on lui a inculqué. Donc au niveau du plafond, où est-ce que tu le vois? Breaker, Est-ce qu'il y a un plafond pour Brand Breaker? Breaker concrètement, s'il y a un plafond, il va lui mettre une spire. Donc, Ouais, sans doute, ouais. en fait, il, quand il va, c'est un peu dur à dire parce que là, il commence vraiment à percer dans le main roster, mais euh, il va très vite être gros et être inévitable en fait. Moi, je pense que Brand Breaker peut à terme devenir un poster boy de la WWE. Ça peut être un des très gros noms de la WWE, ça peut être un multiple champion du monde, un mec qui tient des titres longtemps. Il a déjà eu un règne long à NXT aussi, en tant que champion, donc un peu moins d'un an si je dis pas de bêtises. Euh, il est capable de faire des matchs longs et il est capable d'avoir des bons matchs contre des catcheurs corrects. Donc, moi en fait, je ne vois pas trop. Si on devrait comparer Brand Breaker à quelqu'un, on peut le comparer un peu à Cody Rhodes actuellement. On peut lui envoyer, en fait, une fois qu'il est champion, on peut lui envoyer des mecs à bouffer. Et il va sortir toujours des matchs au moins décents. Il sortira peut-être pas de 5 étoiles, mais tous les matchs seront toujours au moins bons. Et c'est toujours un mec qui aura une gueule, qui aura de quoi parler, et qui aura de. Et duquel on va parler autour de lui. Ouais. Et je pense que c'est l'objectif qu'il doit viser, c'est un peu cet objectif-là, je pense, un peu Cody Rhodes, alors dans des styles très différents, mais dans le rôle, un peu comme quand je disais tout à l'heure avec Jacques Perry et Moxley, dans le rôle, Si on essaie de trouver. Vas-y, finis. Hein. Moi, je réfléchis à un comparatif Lucien Ring. c'est ça, mais dans le rôle qui pourrait avoir à WWE, c'est, je pense, c'est le rôle qu'il doit essayer d'aller chercher, c'est ce rôle-là de Cody Rhodes, et être son successeur au final. Mais voilà, comme je Top disais, Guy, dans un quoi. Oui, rôle oui. très différent. Top Guy, tout simplement. Ouais. Oui, parce que bon, dans le in-ring, c'est dur de pas faire la comparaison avec Goldberg, quoi. Voilà, c'est un Goldberg probablement plus athlétique. Moi, il me ferait peut-être même plus penser à Lesnar, même encore, parce que Alors, voilà, Lesnar, il y a plus le côté MMA. c'est ça, mais il y a cette dimension aussi un peu athlétique à certains moments de Lesnar Oui, qui peut oui. revenir en jeu. Donc, c'est un peu ce mélange en fait de juste de monstres de la nature, quoi, du côté de Oh, Breaker. ouais, ouais. Si on commence à te comparer à Bill Goldberg et avec Brock Lesnar, Voilà, c'est que t'es sur des rails pas trop mal, je pense, ouais. c'est ça. Et on peut Euh, déjà s'attendre à ce qu'il ait un titre d'ici la fin de l'année. ouais, ouais, moi aussi, je le vois aller très haut. J'espère qu'il va aller très haut. J'espère que ce sera la tête d'affiche de WWE. Alors, bon, il y a eu un changement de direction chez WWE, ce qui est pas plus mal. Oui, Je parle pour Van Breaker, je parle pas des affaires. oui, oui. Je m'explique pourquoi. Van Breaker, il est pas très grand de taille. Mm. Il fait pas petit, mais bon, si vous prenez, vous faites l'historique des champions du monde WWE, on est souvent au-delà du mètre 85, très souvent même. Ouais. Van Breaker, il fait pas 1m85, il est un peu plus petit. Non, Bon, le head booker a changé.
Et puis bon, de toute manière, il est quand même imposant physiquement. Il n'a pas besoin de faire 1 m 85-90 pour être imposant physiquement, C'est ça. Il pour fait faire plus grand que peur. sa taille et Et puis il il paraît suffit de tellement le voir, impressionnant. voilà, de voir courir les cordes une fois, tu vois que c'est un buffle, quoi. Oui, voilà, Ouais. il est monstrueux. On peut le dire comme ça. C'est vraiment, Mais comme tu disais, c'est un ouais, fric. ouais, c'est un freak, ouais. Je parle de la taille parce que quand c'était encore Vince McMahon aux commandes, moi j'avais peur pour Braun Breaker. Oui, mais Je me disais, il lui manque quoi, 4-5 centimètres, quoi. Il lui manque pas beaucoup pour être indéniable. Chez le fou slash agresseur sexuel slash plein de choses, voilà, dont on s'est débarrassé. Bon, voilà, on s'en est débarrassé. Dieu Donc a merci. priori, ouais, a priori, le petit doute que je pouvais avoir, on s'en est débarrassé aussi. C'est ça. Donc Triple H est ouais, voilà. moins axé uniquement sur la taille et va parfois partir aussi sur du feeling pur, tout simplement. Si un mec passe bien, il va tenter la chance et concrètement, euh, Braun Breaker, c'est un mec qu'on va retrouver. Il est trop Ah impressionnant ouais. athlétiquement, physiquement, il présente bien. Il, il lui manque déjà pas grand chose en fait. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait avoir peur de dire il y a quelques années, mais c'est dur de le rater quand même, Breaker. C'est dur, ouais. Ouais, là c'est dur. C'est vraiment dur. Et il y a quelques années, en disant ça, tu Ouais. pouvais quand même avoir peur, mais Ouais, maintenant c'est clair. moins. Et Alors ouais, j'espère bon, qu'il sera pas raté. on est d'accord. Bon, voilà, on est d'accord, je pense, sur, on va dire son booking futur. Maintenant, plus sur son plafond lui-même en tant que catcheur. Euh, Où est-ce qu'on le voit? C'est dur de se dire, de C'est se là poser la question où du plafond, on va dire catchesque de Braun Breaker. En fait, c'est là où il doit progresser énormément, c'est de réussir à ne pas être que cette machine à spot infernaux et d'athlétisme qu'il est aujourd'hui. Et réussir à trouver ces entre-deux, en fait. Et que toutes ces parties-là où en fait il va mettre sa spire, où il va mettre son espèce de jackhammer modifié, euh, où il va faire ses grosses close lines en se projetant dans les cordes à 200 km/h. En fait, il faut qu'il arrive à trouver La structure qui lui permette c'est ça. que ses moves soient les plus comment dire, voilà, qui ait le plus d'impact, quoi. C'est ça, qu'en fait il trouve un peu plus de consistance sur la totalité du match. Ouais. Parce Ouais, que bouffer les trous, quoi, entre les grosses potes. c'est ça. Mais c'est un truc qu'on peut retrouver sur beaucoup de personnes qui sortent du Performance Center. Je pense par exemple à un autre exemple de quelqu'un qui, pareil, toute proportion gardée, Tiffany Stratton, qui a à peu près les Ouais. mêmes problèmes que Brand Breaker. Personnage bien établi, athlétiquement c'est très fort, mais pareil, des problèmes de consistance dans un match où il va toujours y avoir des spots qui sont mémorables, qui sont intéressants et qu'on demande à revoir de match en match. Mais entre ces spots là, ben faut aussi catcher. Et c'est des choses qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes qui sortent du Performance Center. Donc voilà, parce que je pense que Tiffany Ouais. Stratton c'est pareil, c'est assez choquant, donc c'est pour ça je pense que la comparaison est intéressante. Pareil, toute proportion gardée, on n'est pas sur les mêmes choses. Et je pense que Brand Breaker part de moins loin que Tiffany Stratton aussi. Son bagage dans le football, etc. Déjà il part avec une spire qui est phénoménale. Il y a Et presque puis il part avec un panel d'adversaires ouais, très qui a lourd. rien à voir. C'est ça. Voilà, Il qui a rien commence à sa voir. carrière avec du Thomas Osiempa, avec du Johnny Gargano, avec du Ilya Dragunov. Il a même affronté Gunther sur sa période NXT, Tyler Bate. Donc, il a eu des gens qui apprendre aussi. Parce qu'on ne lui a pas fait affronter les autres qui débutaient avec lui sur NXT 2.0 sur l'année de ses débuts.
il a affronté presque que des mecs qui avaient déjà 10-15 ans d'expérience derrière eux. Donc forcément, Breaker est sorti de cette année vachement mis en valeur aussi. Parce qu'il y avait cette chance-là d'avoir cet énorme vivier de Oui, talent oui, du oui. côté d'NXT à la période où il arrive. Et il a beaucoup mangé de cette période-là, et on sent qu'il a énormément absorbé. Et voilà, en soi, quand ce sera le focus, le numéro 1, voilà, tout ce qu'on veut, et qu'il aura sa structure de match, voilà que les autres vont devoir comment dire? L'aider à faire la construction. Ouais, voilà, c'est ça. Il peut avoir une structure de match type à ressortir à chaque fois, à chaque match, à chaque main event qu'il fait. Et, euh, et ça peut marcher pendant très longtemps. Enfin, John Cena, il avait sa structure de match pendant 10 ans quand il était main eventer. Il a besoin de la C'est pareil changer pour. Voilà, c'est ça. qu'au C'est bout de pareil 10 ans. pour Roman Reigns. Et ce sera sans doute pareil pour Von Breakker. C'est ça. Il a juste besoin de vraiment trouver son rythme. Et à partir de là, il aura déjà tout. Mais voilà, comme on disait, il lui manque pratiquement déjà plus que ça. Et c'est dur de se dire qu'il va pas le trouver parce que ça a l'air d'être un catcheur qui est super intelligent. Oui, oui. Et voilà, pour le produit WWE, Il est parfait. ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr que si demain il venait à signer ailleurs ou même dans un autre pays, Ça, à New Japan, c'est pas la même bon chose. là, ouais, voilà, forcément, on va te demander autre chose. Là, on lui demandera pas beaucoup plus que ce qu'il sait déjà faire. C'est ça. Et en plus, la WWE a pas tendance à mettre ses talents en dehors de leur zone de confort. Si Brand Breaker sait faire quelque chose et qu'ils veulent faire quelque chose avec Brand Breaker, ils vont justement le mettre avec des adversaires qui peuvent l'accompagner, etc. Là où dans Ouais. d'autres fédérations, justement, ils pourraient être tentés de le mettre dans des endroits où il est moins à l'aise. Par exemple, je n'ai absolument pas envie de voir Brand Breaker affronter Tetsuya Naito. Parce que Alors, moi, je pense que ce serait drôle, là. voilà, mais dans 5 ans, au moins on aura un vrai match. Alors que là, je pense que si on le met Alors, maintenant contre bah, Naito faire un match, là, il dans risque 5 de. ans, je pense que Naito, il est en fauteuil roulant, donc, Oui, c'est pas faux. je sais pas. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Ouais, 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 Je ouais, pense ouais. qu'on a, Oui, oui, on a fait le tour, ouais, je pense qu'on a je fait le pense tour. qu'on a fait le tour sur Breaker. On va pouvoir passer au dernier que je vais te laisser Ouais. présenter, c'est Shota Umino. C'est Shota Umino, 27 ans. Voilà, on est en avril 97. Fils de l'immense Red Chuzuno, donc pur produit du dojo de New Japan, qui a commencé en 2017, qui a fait son excursion du côté de la Grande-Bretagne, chez Rev Pro, et qui est revenu on va dire dans le main roster New Japan l'an dernier, avec ce personnage de Roughneck, voilà, le protégé de John Moxley, un espèce de mix de beaucoup de choses, hein, un espèce de mix de John Moxley, de Tanahashi et de Naito. Euh, voilà, donc qui qui a fait l'objet par son entreprise, par New Japan Pro Wrestling, bah d'un don de surnom. Voilà, New Japan Pro Wrestling a surnommé Shota Umino, Yota Tsuji et Ren Narita les trois nouveaux mousquetaires, en référence alors au précédent mousquetaire qui était Shibata, Tanahashi et Nakamura, et qui eux-mêmes faisaient référence au premier mousquetaire, donc Masahiro Chono, Keiji Muto et Shimoto. Voilà. En plus, il est incroyable, Shimoto. Donc voilà, donc grosse pression mise sur Shota Umino par sa promotion, parce que bon voilà, tout simplement, on dit à tout le monde que c'est sur ces trois-là qu'on compte le plus.
Depuis son retour d'excursion l'an dernier, il a eu quelques matchs quand même voilà avec voilà, qui ont fait le buzz. Je pense que tu as vu le match contre Osprey. Oui, oui, oui. On a parlé du match contre Jack Perry un petit peu plus tôt. Et bon, il a également fait le G1 Climax cette année, sans aller au bout. Alors, il y a beaucoup à dire sur Shota Umino. Il y a beaucoup à dire aussi sur l'état de New Japan actuel, qui a vu beaucoup de ces grosses stars partir vers d'autres cieux. Euh, les quatre dont je fais référence sont partis chez AEW, donc Ibushi, Jay White, Okada et Will Ospreay. Donc la scène du main event est très ouverte. Oui. Maintenant, est-ce que les trois mousquetaires, est-ce que Shota Umino a ce qu'il faut pour combler ses départs? Toi qui l'as vu depuis quelques mois, qui l'a découvert voilà, depuis octobre ou novembre, qu'est-ce que voilà, c'était quoi ta première impression sur Shota Umino Moi, Shota, bah justement, moi, le premier match que je vois de Shota, c'est celui contre Will Ospreay, en Ok. novembre dernier. C'est là où je commence un peu à m'intéresser à ce qu'il y a à l'extérieur. Et forcément, quand je vois le match là, Shota, il paraît super bien. C'est tout de suite un énorme match pour commencer à apprécier Shota. Euh, Sans trop connaître de contexte autour, parce que moi, toutes ces histoires de mousquetaires, etc. En fait, je suis allé vraiment à la NJPW, commencer à regarder, parce que j'ai du temps à ce moment-là, et que je me dis, bah, je vais rajouter ça à mon catalogue en plus, et bah, je sais que c'est du bon produit, mais je me suis pas trop intéressé aux historiques NJPW, parce que j'apprécie le fait de découvrir les choses en direct. Et c'est vrai que ce match-là, tout de suite, ça pose un peu Omino comme étant, déjà pour moi, un très bon catcheur. Ok. Après coup, j'apprends effectivement que c'est l'élève de Moxley. Et c'est vrai que du coup, qu'on me le dit, je retrouve un peu de Moxley en Shota. Je vois à peu près d'où ça tient. Après, surtout, moi, je le redécouvre. C'était dans les matchs contre Jack Perry dernièrement, où justement il y a ce match-là dont on parlait tout à l'heure et que moi j'avais trouvé super à ce niveau-là, où je trouvais qu'il s'adaptait bien à tout ce qui se passait autour, que ce soit d'ailleurs Jacques Perry ou Shota. Et, Ouais, ça- je suis et il d'accord. donne cette impression d'être un catcheur qui donne beaucoup aux autres, en tout cas. Euh, il a l'air de beaucoup offrir à ceux qui l'affrontent. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas sur un match de Shota, qui sortait ridicule d'un match contre Shota Umino. Ouais, je suis d'accord. Et pour rajouter un peu là-dessus, son booking est pas terrible dans la mesure où même si on dit de lui que c'est un mousquetaire et que voilà il est destiné à porter la promotion dans les années qui viennent, on le fait quand même, on l'envoie quand même dans des bourbiers avec House of Torture, avec Evil, des matchs vraiment pas terribles, mais dans lesquels je trouve il arrive à s'en sortir. Je le trouve jamais mauvais. Je trouve qu'il a un plancher assez haut. Oui. D'ailleurs, Ouais, dès qu'il y a un match de Shota Umino, bon, on il va sait jamais qu'on passe plomber un le bon match, quoi. moment. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur catcheur des trois qu'on présente aujourd'hui. C'est un débat. Est-ce qu'il a le plus haut plafond des trois? En tout cas, Peut-être. sur la qualité pure, technique, ring, etc., c'est peut-être celui qui est aujourd'hui peut-être le meilleur des trois. Après, sur le package entier du catcheur, c'est à discuter, mais sur la qualité dans le ring et quand la cloche sonne, de cloche à cloche, c'est peut-être le meilleur des trois aujourd'hui. Alors moi, je mettrais quand même Yuta Tsuji devant. Ah, je parlais des trois Mais qu'on présentait aujourd'hui, de Jacques Perry et Brand ah, Breaker. pardon, je suis avec les mousquetaires, moi. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Euh,
Ouais. Peut-être que je mets Jack Perry un peu devant, mais d'un cheveu. Donc y a pas matière à faire scandale. Voilà. Si on dit que Shota est le premier des trois. Mais si on fait le constat aujourd'hui, Ouais, on peut ouais. aussi partir. Il me semble que Shota, il a jamais eu de titre. Je dis peut-être une bêtise, Non, mais il a jamais été champion. Non, il ça, a il a jamais été jamais champion. été champion de quoi que ce soit. Euh, c'est quand même un peu une anomalie aussi, même s'il est encore jeune. Mais c'est le fait qu'il en ait eu aucun du côté de New Japan, c'est peut-être quand même un peu une petite anomalie. Alors, au niveau des trois mousquetaires, euh, celui qui présente le plus comme étant voilà, le futur Ace, c'est lui. Oui, Il a vraiment les mimiques, la connexion à la foule, et puis même les attitudes voilà, du babyface parfait. Et, euh, et voilà, quand je disais qu'il faisait un mix de Tanahashi et de Naito, voilà, il jouait pas mal sur ce point-là et pour se présenter comme étant le futur Ace. Mais même en sachant ça, oui, t'as raison, il a pas gagné de titre, il a pas gagné de tournoi. La New Japan Cup que Yota Tsuji a gagné là plus tôt dans l'année, lui il est sorti second tour. C'était contre Jack Perry. Et est-ce que dans un avenir proche, on le voit prendre un titre, prendre le titre IWGP à Moxley? Certainement pas. De toute façon, ils se sont déjà affrontés ça y a pas très longtemps. il y a pas très longtemps. Donc ce sera pas lui qui fera voilà qui rapatriera le titre au Japon. Si c'est Naito, est-ce que c'est Shota qui va battre Naito pour devenir champion? C'est difficile à dire. C'est ça. Parce On est que vraiment sur un cas difficile avec Shota parce que parce autant on est que son vraiment sur un booking, bon catcheur, sur ouais. quelqu'un qui présente plutôt bien, mais sur quelqu'un qui a pas l'air d'avoir la confiance de sa compagnie. Il a un booking. Ouais, il a un booking assez bizarre en fait. Hein. Ouais, C'est assez ça. bizarre. Voilà, bon, il perd contre Jack Perry, il perd contre John Moxley récemment. Dans la Japan Cup, voilà, il va pas loin. Est-ce que c'est un candidat sérieux au prochain G1? J'espère pour lui. Bon, Moi, c'est ce là pour sera mon lui, premier mais G1. J'espère énormément le voir en finale. peut-être, mais je pense que le candidat, on va dire, bon, on va pas dire qui est destiné à gagner, mais pour moi, le favori, c'est plutôt Zack Sabre. Oui, c'est ce qui a l'air de se dessiner un peu. Mais voilà, moi j'aimerais bien voir, en tout cas, même s'il ne gagne pas le G1, Ah j'aimerais bah voir n'empêche, Shota en finale. ouais, pour passer la deuxième là, parce C'est on ça. est qu'en première encore. Donc il faudrait peut-être lancer la fusée un jour ou l'autre. Il a quand même Euh, 26 ans aujourd'hui. Euh, et 27, c'est ouais. 27, pardon. Et c'est le seul des trois qu'on a présenté qui a jamais été champion. C'est celui qui a passé le plus de temps sur un ring, des trois. Et en termes de qualité, c'est quand même quelqu'un qui est déjà établi. Et parfois même qu'on peut presque oublier qu'il a cet âge-là. Parce qu'il commence parfois presque à avoir ce côté où, si on regarde un match de Shota aujourd'hui sans trop savoir son historique, on peut presque se dire que c'est un peu un vétéran. Alors je sais pas si j'irai jusque là, mais on n'est plus vraiment. Enfin, le soufflet est retombé depuis qu'il est revenu d'excursion. C'est plus le nouveau du roster. Ah là, il est revenu d'excursion fin 2021 de mémoire. Bon, ou fin 2022 plutôt. Et voilà, ça va faire 2 ans bientôt. Donc, il s'agirait peut-être d'allumer la fusée et si vous pensez réellement que qu'il fait partie des trois nouveaux mousquetaires
qui doivent porter cette promotion, est-ce qu'il serait pas temps de lui donner quelque chose, de lui donner un titre et puis de voir comment il se débrouille en tant que Ça, champion. il faudrait le considérer en tant que tel parce que je pense que le public a l'air prêt pour Shota. Il est plutôt over auprès du public. Il sort des super prestations régulièrement. Il faut lui donner quelque chose. Au moins pour voir C'est ça. où on en est réellement de Shota Umino. Est-ce que c'est réellement lui le futur Ace? Voilà, quand Naito dira sa révérence, il y a la première place, là, il y a le trône qui attend. C'est lui qui valide la promotion pour les 10-15 prochaines années. C'est très ouvert aujourd'hui. Et je ne parle pas forcément de donner les clés du camion à Shota. Mais ce serait bien au moins qu'il ait le droit de faire au moins sa conduite accompagnée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de Shota pour le futur? On a déjà un peu débordé dessus, mais c'est quoi le plafond d'un Shota? Parce que sur le ring, ça Excellente parle question. déjà, c'est déjà cohérent, il présente bien. En termes de charisme, on peut peut-être un peu lui reprocher, effectivement, il a pas le charisme d'un Naito ou d'un Okada. Non. Et Mais pour comparer aux Trois Mousquetaires, il est pas Datsuji. ridicule. Voilà. Alors, ouais, il y a Tatsuji, je trouve, qui est quand même devant. Yotatsuji présente super bien. C'est peut-être le plus good looking des trois. Ouais. Mais Mais, il est ouais. pas ridicule, il est pas horrible non plus. Euh, et puis voilà, on nous le présente quand même comme la relève, au final. Donc, La relève comme le futur babyface dans la mesure où Tsuji vient, alors je mets des guillemets, hein, en tant que heel dominant, bon, pas du tout dans le profil voilà, des babyface comme Tanahashi et comme, voilà, comme Shota Umino. Pour être le babyface ultime, celui qui va porter le drapeau, il va falloir, il va falloir qu'il entraîne les gens avec lui dans les matchs qu'il fait. Il va falloir peut-être qu'il progresse sur ce point-là, parce que peut-être qu'il n'est pas arrivé encore oui, à faire en sorte il n'y a pas encore ce soutien inconditionnel non plus pour ouais, Shota. voilà, de faire réagir les gens en tant que babyface. Enfin, pour reprendre la comparaison avec Tanahashi, bon bah, je suis désolé de comparer à Hiroshi Tanahashi, mais bon, c'était lui le précédent Ace, du moins voilà, dans ce profil de babyface. Tanahashi, quand il souffrait, il y a des gens qui pleuraient dans les tribunes, quoi. Oui, Shota Umino, on n'en est pas là encore. Il n'a pas encore, il a pas encore trouvé peut-être la corde sensible à toucher chez les gens au niveau du public. Et peut-être que c'est pour ça qu'il est en train de plafonner. Alors, j'espère que son plafond est quand même plus haut que ça, parce qu'il est encore jeune. Il a, voilà, dans le ring, on l'a vu contre Ospreay, on l'a vu aussi contre Zack Sabre. C'était il y a un an et demi, je crois. Et puis contre Jack Perry, là, tout récemment. Bon, il a des qualités. Il a c'est des ça. qualités. Ça se Mais voit. est-ce qu'il a les qualités pour porter le drapeau? Parce que c'est ça qu'on lui demande, entre guillemets, quand on lui donne ce surnom-là. Voilà, et Quand on dit que c'est un des trois mousquetaires, on a quand même l'impression d'une compagnie on lui qui donne cette va à pression. reculons quand elle veut, qui veut pas vraiment lui transmettre le drapeau pour le moment, qui va un peu à reculons vers Shota. Et au final, il y a de grandes chances que à force de le temporiser, de pas vouloir absolument lui faire confiance, ben que ça se pète la gueule au moment où on lui donne, parce que ben on aura peut-être passé le cap, ou forcément qu'on n'a pas la confiance là-haut, il va peut-être se retrouver dans des moments où ça va être un peu ridicule aussi. C'est malheureux, mais
s'il a pas Alors, c'est peut-être un problème de booking alors. C'est ça, on est quand même, je pense, sur un gros problème de booking, parce que déjà, il a même pas eu le droit d'avoir de règne. Je parle pas forcément du titre à WGP, mais il aurait pu avoir d'autres titres, par exemple, ou il aurait pu faire d'autres choses aussi un peu. Et pour l'instant, il a vraiment un palmarès qui est complètement vierge. Et Donc, on n'a même pas eu ce petit oui, test de. il aurait dû battre Ospreay pour le titre US. Ça, c'est une décision vraiment incompréhensible C'est ça. Hein, de pas avoir mis over Shota, tout en sachant que qu'Ospreay allait partir. Bon, c'était pas encore officiel, mais il savait très bien qu'il était en fin de contrat. Bon, finalement, ils ont donné le titre à David Finney. ça, donc Voilà. c'est assez compliqué à ce niveau-là pour Shota, où autant je pense, moi de ce que j'ai vu, parce que pareil, j'ai pas un énorme historique de Shota Umino, comme je disais, moi je le regarde depuis novembre dernier à peu près, et j'ai un bon a priori sur Shota. Je le trouve pertinent quand il fait les choses, et c'est vrai que quand je suis allé regarder un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il avait fait par le passé, et de voir qu'il avait jamais eu de titre, ça m'a un peu choqué, de me dire, comment ça se fait que on le présente aussi haut, sans jamais lui avoir rien donné au final. En fait, il y a une incohérence entre la façon dont il est présenté et la façon dont il est booké. Ouais. Et cette incohérence, elle est terrible parce que si on regarde un petit peu ce qui se fait chez les compagnies voisines, chez All Japan, le champion Triple Crown, c'est Yuma Anzai, 25 ans, et il a commencé en 2022. Et il est déjà très bon aussi. Il est déjà très bon. Certainement que Yuma Anzai est meilleur que Shota Umino. Pour regarder chez Noah, le champion JC, c'est Kaito Kiyomiya, qui a le même âge que Shota. Alors lui, c'est un 96. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Ils ont commencé à peu près en même temps. Et en plus de ça, c'est le 3e règne des champions mondiaux de Kaito Kiyomiya. Ça. Et Kaito qui est aussi pareil, déjà très pertinent. Il commence en Et plus qui lui de son côté à aujourd'hui, pour passer le coup, ouais. à une étape supérieure, je pense, en plus Voilà, en ce moment. voilà, exactement. Là pour moi, là le catcheur numéro 1 au Japon, là, c'est lui en fait. C'est Kaito Kiyomiya. Il est Depuis que ultra Okada est pertinent. parti, ouais, je vois pas d'autres noms. En tout cas, chez New Japan, j'en vois pas. Voilà, le chef de file pour moi du catch japonais, c'est Kaito Kiyomiya. Et voilà, il a le même âge que Shota Umino. Surtout sur cette génération-là à peu près, normalement le chef de file de ces générations-là, il devrait être chez New Japan vu que c'est la compagnie numéro 1. Donc normalement Shota devrait avoir ce rôle-là où on devrait se dire c'est lui le meilleur de sa génération. Et aujourd'hui, Ouais. il est peut-être même 3e. Ou au moins avoir des accomplissements à hauteur des autres. C'est ça. Au moins Et là, quelque chose de il est à la traîne, significatif. il est à la traîne complet. Et pourquoi pas gagner un G1 ultra prestigieux pour justement, enfin, même s'il va pas au bout derrière et qu'il gagne peut-être pas le titre, mais au moins pour ajouter un accomplissement prestige, parce que il va falloir finir par lui donner quelque chose à Shota. Et d'autant plus dans la mesure où là, chez New Japan, c'est très ouvert. Oui, C'est même désert en haut de la carte. Naito, il est sur un déclin terrible. Le champion WGP, c'est même pas un mec signé. Voilà, quand Moxley lâchera le titre, la question à se poser, c'est quand Moxley lâchera le titre, Shota Umino, il se place où non, normalement sur la liste. il devrait être un contender du titre, automatiquement à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est pas, c'en est pas un. Là aujourd'hui, moi je le mettrais au niveau du titre Never peut-être. Oui, parce qu'en fait, on sait pas encore. C'est ça. Voilà, Il est dur à sans trop se placer. répéter, sans trop se répéter, parce on l'a déjà évoqué, mais
on n'a pas de règne sur lequel on peut se baser Ça. pour se faire un avis. Et peut-être même pour se baser un peu sur New Japan et peut-être pour arriver un peu vers une conclusion aussi. Mais il va falloir aussi que le New Japan prenne une décision parce qu'on est quand même actuellement dans un moment où c'est de plus en plus mondialisé au niveau du catch et où ça devient de plus en plus facile de trouver des contrats intéressants ailleurs. Oui. Du côté de la WWE, ils sont clients des catcheurs New Japan. Shota, il peut peut-être y trouver son compte aussi là-bas et se retrouver avec encore quelqu'un de New Japan qui pourrait être prometteur qui va ailleurs. Du côté de WWE, ils vont peut-être pas aller le chercher, mais ils auront au moins une oreille tendue si Shota pourrait être intéressé par venir là-bas. Ils vont au moins Oui, regarder. ouais, pour le Donc, coup, est-ce que le fait que du Japan soit pas à fond sur Shota, c'est pas un peu ce que tu soulèves au niveau des États-Unis qui sont derrière et puis qui attendent et puis là peut-être que quand le contrat de Shota se termine, lui a déjà dans l'idée de partir parce que s'il veut partir, il trouvera preneur il très peut aller facilement. n'importe où. À minima chez FW, voilà, il y a déjà Moxley là-bas. Bon. C'est ça. Du côté de W, de toute façon, il n'y a pas de souci pour signer là-bas. Si tu as à peu près un nom, en général, ils vont te signer et ils vont réfléchir après où t'utiliser. Côté WWE, ça va lui proposer du programme sur 10 ans, lui dire viens à NXT, on a des mecs qui sont géniaux là-bas. Et dans 4 ans, tu iras peut-être faire du main roster. En plus, il y a peut-être ton pote Nakajima qui va venir. Bon, on sait pas si vous vous connaissez vraiment, mais vous êtes japonais, donc Ouais, voilà. Je veux dire, voilà. En non, plus, non, il y a non, Charlie on n'a pas fait de Dempsey. racisme jusque-là, mais Bah voilà, après, c'est c'est une première. WWE. Donc, Ouais, voilà. Ils aiment bien mettre les gens entre eux aussi du côté ouais, WWE, donc c'est dur de l'esquiver. Mais voilà. C'est une réflexion aussi qui peut être poussée à WWE, surtout qu'ils commencent à vouloir faire beaucoup de clans, etc. S'il y a une situation contractuelle qui se termine, ils peuvent aller chercher des gros talents également. Bon, après, là, on digresse énormément, on est vraiment sur de l'hypothétique. Mais ouais, ouais. je vois mal, surtout la EW, ne pas être intéressé si Shota décide de partir parce qu'il n'est pas traité là où il voudrait être. Et Disons peut-être qu'aujourd'hui on le il comprendrait est pas traité tel quel parce que parce qu'il a déjà l'oreille tendue. peut-être, peut-être. Ouais, Et je pense que c'est en tout cas une bonne conclusion à ça, en tout cas une bonne ouverture, qui pourra nous emmener peut-être sur un nouveau débat, peut-être effectivement de parler de la place des États-Unis au Japon. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui effectivement que la EW et que la WWE commencent à être de plus en plus présentes là-bas? Peut-être. C'est en tout cas quelque chose sur lequel on pourra se pencher un jour. ouais. Euh, Sujet intéressant. Ouais. N'hésitez pas à nous en parler, à voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser aussi. Nous, dans tous les cas, il y aura probablement des nouvelles émissions de ce genre qui ressortiront. On a encore pas mal de monde de cette année-là sous le coude. Ouais, on a Donc, évoqué trois noms de cette génération qui est assez fournie hein, pour le coup. ça, Hein. et en tout, on en a sorti quoi? Peut-être une quinzaine. Alors, pas tous égaux, mais on en a une petite quinzaine, je crois, de talents Ouais, qui méritent quelque au chose comme moins ça. Ouais. qu'on leur adresse quelques mots. Pour des raisons différentes. Parce que là, on a quand même parlé de trois mecs avec un destin normalement qui semble plutôt optimiste. Peut-être moins pour Shota, mais voilà, il y a plus de points d'interrogation du côté de Shota. Euh, et il y en a d'autres où il y a vraiment des gros questionnements à se poser sur certains d'entre eux. Est-ce qu'ils arrivent là où on les attendait d'être Mais effectivement, on en a encore d'autres sous le coude et vous aurez très probablement de nouvelles émissions de cette année-là. Et probablement peut-être sur d'autres années un peu plus tard. Euh, N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les différents réseaux, à vous abonner sur Spotify, à vous abonner sur YouTube et sur le compte Twitter Squash FM avec deux tirés du bas, tiré du 8 entre Squash et FM, pour savoir quand est-ce que les podcasts sortent. Surtout parce qu'on va pas forcément les mettre sur nos comptes perso, donc systématiquement. Donc n'hésitez pas surtout à suivre sur ces comptes-là. N'hésitez pas aussi, alors on c'est toujours un peu redondant, mais euh,
on est une petite chaîne, donc n'hésitez surtout pas effectivement à nous suivre parce qu'on va pas ressortir dans les algorithmes. Donc n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux. Si vous êtes intéressé par le contenu, c'est là où ça va ressortir. Et si vous voulez nous soutenir encore plus, vous pouvez toujours effectivement mettre un j'aime, mettre un commentaire, surtout sur YouTube. Vous pouvez également mettre des j'aime sur Spotify. Ça peut beaucoup nous aider. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. C'est surtout pour être au courant des sorties et pour pouvoir faire le point Qu'est-ce qu'il là-dessus. est pro. On essaye, on essaye. En tout cas, bah, c'est tout pour nous, pour ce Squash FM, pour cette émission. N'hésitez toujours pas à nous dire ce que vous avez pensé, si vous avez des retours pour nous améliorer ou s'il y a des points sur lesquels qu'on aurait pu aborder, peut-être des choses ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ça pourrait nous intéresser. En tout cas, c'est tout pour cette édition. Je vous dis très bonne fin de journée ou très bonne fin de matinée à vous. Et salut à Ciao. tous!